Les grands leaders traditionnels au palais de Kosiam. Un moment de présentation de vœux de nouvel an au président du Faso. Mais au-delà, c'est un engagement que ces responsables coutumiers prennent pour œuvrer à la paix au Burkina Faso. La même dimanche a été suivie par les responsables de l'Église catholique. Des précisions à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, plus de 70 véhicules avec de fausses immatriculations ont été saisis par les services des douanes. Un cas d'incivisme fiscal qui engendre des pertes estimées à des centaines de millions de francs CFA pour l'État. Dans ce journal, la douane burkinabé donne des explications sur le phénomène. Que s'est-il passé à Orodara dans le Kénédougou? La ville a connu une atmosphère particulière ce 17 janvier suite à la mort d'une personne. L'auteur de cette mort s'est par la suite réfugié dans les locaux du commissariat de la ville, provoquant la colère de la population. Les précisions sur cette chaude journée à suivre dans cette édition. Actualité à l'international, Laurent Gbagbo restera finalement en détention. La joie des partisans de l'ancien président ivoirien n'aura été que de courte durée. 2 jours après l'annonce de son acquittement, la Cour pénale internationale a suspendu cette remise en liberté. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, les grands chefs traditionnels burkinabés étaient à Kosiam hier soir pour présenter leurs vœux de nouvel an au président du Faso. Et leur premier vœu, c'est la paix pour le Burkina et ils s'engagent à soutenir les autorités pour la promotion de cette paix. Le même engagement est pris par la conférence épiscopale Burkina-Niger, dont une délégation était également hier soir à Kosiam. Le point avec Kwale Nebié et Zalissa Sanfo. Ils ont tous abandonné leur palais royal respectif pour le palais présidentiel ce soir. Les têtes couronnées sacrifient ainsi au rituel de présentation de leurs vœux au président du Faso. Et le vœu le plus cher exprimé cette année est la paix. La paix, encore la paix. Nous avons échangé sur la vie sociale du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la recherche de la paix. Nous avons parlé de la paix dans le pays sous toutes les formes, c'est-à-dire tous les horizons. S'exprimant sur les récents événements de Yirgou, ces chefs coutumiers ont dit toute leur indignation et promettent de faire ce qui est en leur pouvoir pour que plus jamais la cohésion sociale ne soit mise à mal au pays des hommes intègres. Les chefs coutumiers sont ceux qui sont les plus proches de leur population. Le vivre ensemble, il faut le prôner, il faut le parler, il faut l'enseigner. Il faut appeler tout le monde un appel de paix et de cohésion. On dit ce qui est arrivé, c'est vraiment un drame. Et nous n'allons pas ajouter le drame à un drame. Il faut absolument la cohésion dans le pays. Plus jamais ça. Avec la communauté catholique venue sacrifier au même rituel, cohésion et paix étaient aussi les maîtres mots. Nous portons dans notre prière toutes les victimes de ces événements, donc de Yirgou et d'ailleurs. Et nous prions bien sûr pour les blessés, pour que Dieu leur donne un prompt rétablissement. Mais surtout, nous comptons nous engager aux différents niveaux pour promouvoir encore un peu plus le dialogue interreligieux pour qu'il y ait plus de cohésion sociale. Et également, bien sûr, il faut que nous apprenions à vivre ensemble là pour éviter les différents dérapages. La conférence épiscopale Burkina-Niger a aussi abordé avec le président du Faso la contribution des écoles catholiques au rayonnement et à la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. La situation sécuritaire du Burkina Faso préoccupe le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Une préoccupation qu'une délégation du SPONG est allée partager au Premier ministre cet après-midi. Et selon cette structure, la situation sécuritaire a un impact négatif sur ses activités à travers le Burkina. Le point de l'audience avec Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Une délégation du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG partage ici avec le Premier ministre ses inquiétudes sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il s'agit pour le SPONG de questionner
d'écouter et de se faire une idée. Et le SPON de réaffirmer sa disponibilité pour accompagner le gouvernement dans la recherche de la paix. Les conflits sur le terrain, les attaques répétées, je pense que les différentes ONG, l'ensemble de nos équipes sur le terrain traversent le pays, tous les villages pour aller travailler. Nous sommes donc confrontés aux différentes attaques aussi. Les problèmes sécuritaires que le pays traverse touchent tout le monde et toutes nos interventions sur le terrain ne peuvent être possibles que si notre pays est en paix, que si notre pays est en sécurité. Mais en attendant que des solutions ouvrent la voie à la paix, le SPON promet ici au Premier ministre, sa priorité sera de tendre l'oreille aux cris de détresse lancés par les populations affectées. Les mouvements de population posent beaucoup de problèmes de sécurité alimentaire, de santé. Et donc nous réfléchissons actuellement à comment nous pouvons participer à l'analyse des besoins réellement, mais aussi à la mobilisation des ressources pour accompagner ces populations en détresse. À cette audience, le SPON a du même coup sollicité l'accompagnement de Paul Kabatieba pour l'institutionnalisation du Forum sur la protection sociale. Un forum tenu les 3 précédentes années et qui vise à réduire, prévenir la pauvreté et la vulnérabilité tout au long du cycle de vie. Et puis en bref, on a appris aujourd'hui la mort du Canadien Kirk Woodman, enlevé dans la nuit du 15 au 16 janvier par des individus non identifiés à la société minière de Tsabangou dans la commune de Massila, province du Yaga. Son corps a été retrouvé sans vie hier dans l'après-midi à Bega Salmoussi, une localité du département de Gorom Gorom. Le gouvernement, à travers un communiqué signé du ministre des Affaires étrangères, dit partager la douleur de la famille de Kirk Woodman. Le gouvernement condamne cet assassinat et rassure qu'une enquête est ouverte et que des mesures sont prises pour retrouver et punir les coupables de cet acte. Autre point de l'actualité, le phénomène des fausses immatriculations est une réalité au Burkina Faso, avec comme dernier exemple plus de 70 véhicules saisis. C'est de l'incivisme fiscal qui fait perdre beaucoup d'argent à l'État burkinabé. Les services des douanes sont sur le front pour combattre le phénomène. Nous suivons la présentation de leur dernière saisie avec Issa Kafando et Abdullah Rasmane Zongo. Le service des douanes du Burkina est en guerre non-stop, sans limite, contre les faussaires en général et la pratique des fausses immatriculations en particulier. Cette guerre, pour l'instant, rapporte gros. 73 véhicules ont été appréhendés, ce qui a permis d'engranger 140 millions de nos francs en termes de recettes douanières et 85 millions de francs CFA en termes de pénalités, soit au total un montant de 225 millions de francs CFA. 3 cas de figure des fausses immatriculations se présentent. Il y a d'abord les immatriculations obtenues sur la base de faux documents. Des individus constituent un dossier de demande d'immatriculation composé de faux documents, obtenus à l'aide de faux cachets, imitation de signatures, etc. et les déposent au service des immatriculations. Ces services n'ayant pas souvent la possibilité de vérifier l'authenticité des documents, attribue un numéro d'immatriculation au véhicule alors que celui-ci n'a pas en réalité accompli les formalités douanières. On note aussi le transfert de plaques d'immatriculation sur des véhicules du même type. Cela consiste, pour certains usagers ayant déjà acquis une immatriculation pour un véhicule donné, de transférer tout simplement les plaques d'immatriculation sur un autre véhicule qu'ils ont acquis par la suite et qui se trouve être du même type. Et enfin, troisièmement, il y a la fabrication de cartes grises et de plaques d'immatriculation parallèles. Les faussaires possèdent toute l'industrie qui permet de produire des fausses cartes grises et des fausses plaques d'immatriculation parallèles. La pratique des fausses immatriculations est une forme d'incivisme fiscal qui fait perdre beaucoup de recettes à l'État. En collaboration avec la population, le service des douanes du Burkina, aussi en tandem avec la police et la gendarmerie,
et la Direction générale des transports terrestres et maritimes ne ménagent aucun effort pour sévir contre les faussaires. Les usagers des véhicules, eux, sont priés de bien d'abord s'acquitter des formalités douanières, le dédouanement, avant la phase de l'immatriculation du véhicule. La gestion du fret connaîtra désormais une amélioration grâce aux résultats d'une réflexion menée sur le sujet par un comité. Le document produit par ce comité a été remis au ministère des Transports ce matin à Ouagadougou. Et dans ce document, 3 thématiques sont développées dans le sens d'éviter les crises qui surviennent dans le secteur des transports au Burkina. Des détails avec Yacouba Gamene et Abdoul Rasmane Ezango. Ça y est. Le rapport du comité de réflexion sur la problématique de gestion du fret du Burkina Faso est maintenant dans les mains du ministre en charge des Transports. C'est un nouveau rapport qui aborde 3 thématiques en lien avec ce secteur: la gestion du fret, l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs routiers et la pratique systématique du blocage des corridors lors des grèves. Nous avons dû passer en revue le mode de gestion sur l'ensemble des corridors. Et on a relevé les forces et les faiblesses des différents modes par corridor. Et nous avons fini par retenir le mode de gestion qui se fait sur le corridor Ouaga-Téma. Parce que c'est celui-là qui semble répondre le plus aux désidératas des transporteurs. Les conclusions issues de ce rapport sont déjà satisfaisantes. Donc on est satisfait de l'aboutissement de la conclusion que nous avons élaboré ensemble dans le cadre du comité de réflexion. Et nous sommes partie prenante et nous nous engageons à respecter scrupuleusement ce qui a été convenu et arrêté dans ces rapports. Nous sommes engagés en attendant donc de faire en sorte que nous puissions aller dans les propositions qu'ils ont proposées, que nous puissions observer un statu quo en attendant donc de pouvoir mettre en place une fêtière. Et cette fêtière-là est essentielle pour les transporteurs. Ce comité a été initié sur la demande du gouvernement burkinabé suite aux grèves des transporteurs en 2018. L'ambition affichée est de pallier ces crises que connaît le secteur ces dernières années. Autre point de l'actualité est direction Orodara qui a eu l'allure d'une ville morte ce 17 janvier. À l'origine, un des fils de la localité aurait été abattu par un gérant de kiosque qui aurait lui-même refusé de se soumettre à une décision du chef de canton. Et dans ces événements, une foule en colère s'en est pris aux locaux du commissariat de la ville où s'était réfugié l'individu poursuivi. Mais les policiers ont réussi à contenir la foule. Plus d'explications avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Secteur 4 de Orodara, une foule attroupée devant une concession. En face, un corps sans vie. La victime aurait été abattue à bout portant par un gérant de kiosque. Selon les témoignages recueillis sur place, tout serait parti d'un problème de cohabitation et le chef de canton de Orodara avait donné un ultimatum aux vendeurs de kiosques de quitter les lieux avant la date du 15 janvier 2019. Cette date ayant trouvé l'individu en question sur place équivalait ainsi à une désobéissance au chef. Des jeunes se sont mobilisés pour faire exécuter de force la sentence. Depuis 2 mois, nous on est restés passifs, rien n'a marché. Donc maintenant le chef de village a pris une décision. Il dit bon, voilà, moi mon village c'est mon village. Tu es venu ici, ici nous sommes dans la zone de la chefferie. Tu dois quitter les lieux ou bien il faut rentrer chez toi. Il a dit que lui, non, que si lui pensait même que c'était des trucs frivoles comme ça, que lui n'avait pas écouté le chef. Le chef dit, bon, je vais te donner 2 à 3 semaines. S'il te plaît, il faut laisser mon village. Il était à la Maca. Une fois quand il est sorti, il est venu réaménager le coin là. Et on est parti se prendre vers chez le chef du village. Lui nous a donné autorisation d'aller faire plainte à la police. La police a été interpellée, plusieurs tentatives même. Ils n'ont pas répondu. Quand ce matin-là, on est venu le faire déloger là, il a commencé, il avait 2 fusils à main. L'autre là, c'est fusil traditionnel, l'autre là est moderne. Quand il a tiré sur le gars là, il est rentré dans le marigot là comme ça. On a commencé à le poursuivre. Arrivé à la police, les policiers aussi nous ont arrêtés. Nous, à ce moment, on n'était pas nombreux. Furieuse, la foule a pris pour cible les locaux du commissariat. Des policiers
qui ont su se contenir pour mieux sécuriser les lieux. Sur le lieu du crime, d'autres agents de la police s'affairent pour les constats d'usage. Au moment où nous quittions Orodara, la ville avait les allures d'une ville morte suite à ce drame. Actualité dans le monde paysan et nous évoquons ce symposium qui a ouvert ses portes ce 17 janvier à Ouagadougou. Les échanges sont focalisés sur la prévention et la gestion des conflits dans le secteur de l'élevage. La rencontre est initiée par l'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement au Burkina. L'ouverture des travaux avec Gérard Sommet et Estelle Judith Assorba. Plus jamais de conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est l'ambition qui s'est affichée, l'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, les membres de cette association mènent sur le terrain des actions de prévention et de gestion des conflits environnementaux. Et c'est dans cette dynamique qu'elle a pu implanter sur l'ensemble du territoire 147 clubs des éleveurs. Des clubs qui ont pour tâche la prévention des conflits. Lorsqu'ils ont en tout cas une menace, lorsqu'ils ont certaines informations en tout cas qui nécessitent à ce qu'on fait remonter les informations, ces clubs vont nous donner l'information. Nous verrons dans quelle mesure en tout cas toucher les autorités pour que en tout cas cette menace-là puisse ne pas être voir le jour. Pour bien jouer ce rôle, les membres de ces différents clubs bénéficient des formations adéquates. Nous allons faire en telle sorte que ceux qui ne connaissent pas les textes puissent connaître les textes davantage. Et ceux qui connaissent les textes, qui ne respectent pas, puissent être aussi dénoncés. Pour le représentant du président de l'Assemblée nationale, c'est une association qui fait œuvre utile et il est tout à fait normal que l'institution la soutienne et l'accompagne dans cette tâche. Le premier aspect, c'est de faire en sorte que la communauté des partenaires techniques et financiers et de faire en sorte aussi que les départements ministériels qui d'une façon ou d'une autre ont un pan de leurs activités liées à ce domaine de l'élevage puissent faire correctement leur travail. Au regard aussi de leur implantation sur l'ensemble du territoire, et avec le président de l'Assemblée nationale, nous allons voir comment apporter un appui direct à cette association afin qu'elle déploie encore davantage ses activités. Des actions de sensibilisation sur l'élevage moderne sont aussi inscrites au menu de ce symposium et plus de 500 éleveurs adhèrent à ce type d'élevage. Intéressons-nous à ce projet dont le but est de réduire la vulnérabilité des moyens d'existence agricole. C'est un projet de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le projet tire vers sa fin et ceux qui l'ont financé sont allés sur le terrain pour constater son impact dans la province du Zondoma. Abdelkader Sawadgo et Francis Thier. Cette sortie du diplomate belge dans la province du Zondoma a permis à l'ambassadeur du Royaume de Belgique de mesurer l'impact du projet de la FAO dénommé « Réduire la vulnérabilité des moyens d'existence agricole à travers l'approche caisse de résilience au Sahel ». Fruit du partenariat entre la Belgique et le Burkina Faso, le projet d'un coût de 1,3 milliard de francs CFA a permis à une cinquantaine de personnes de savoir plus dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Un plus qui a changé le quotidien des bénéficiaires. Le projet a changé beaucoup de choses dans notre vie. On n'avait même pas à manger suffisamment. Mais grâce au projet, on arrive maintenant à prendre bien soin de nos familles sans demander l'aide de quelqu'un. Le premier avantage que le projet nous a apporté, c'est le savoir que nous avons acquis pour mieux travailler. Ensuite, le projet nous a unis du côté social. Dans nos joies et nos peines, nous sommes solidaires. À Girigiri comme à Sapela dans le Zondoma, les différents témoignages sur les résultats du projet ont impressionné le diplomate belge. Je suis très impressionné par ces résultats et ça prouve que la population a bien pris tout ce qu'ils ont appris et apparemment la population est très contente de ça. Pour le représentant de la FAO, c'est un motif de satisfaction et un pari gagné pour les différents acteurs de développement. Vous avez pu voir ce matin la satisfaction des bénéficiaires, la satisfaction des autorités, la satisfaction du bailleur de fonds et notre satisfaction. Sur ce qui nous est revenu des bénéficiaires aujourd'hui, mais ces derniers mois, je pense que c'est un pari gagné pour eux d'abord, mais pari coché pour nous. Pour pérenniser les acquis du programme, les partenaires au développement ont invité les populations bénéficiaires à être des relais de transmission des connaissances acquises.
La transformation des exploitations agricoles familiales est au centre d'un forum qui a débuté ce matin dans la capitale burkinabé. Prennent part à ce forum des organisations du monde paysan animées par la volonté de voir une meilleure promotion des exploitations agricoles familiales. À cette préoccupation, le gouvernement se veut rassurant et promet la poursuite de son soutien matériel au monde paysan. Paul-David Bambara et Vincent Tchendrebego. Ce forum national sur les exploitations agricoles familiales regroupe des représentants d'organisations œuvrant dans le monde agricole. À ce forum, il ne s'agit plus de démontrer combien important les exploitants familiaux participent à l'économie nationale, mais plutôt de réfléchir aux moyens d'une transformation de ces exploitations. Et pour cela, les paysans plaident pour plus de soutien de la part des pouvoirs publics. Dans un premier temps, il faut travailler à moderniser ces exploitations. Quand on parle de modernisation, on fait un recours aux intrants agricoles, aux équipements et au marché. C'est tout ça le sens de notre plaidoyer. L'autre aspect, c'est de mettre un accent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le plaidoyer est justifié, le gouvernement aussi prend l'engagement de toujours accompagner et comme vous le savez, chaque année, la population augmente, chaque année, les besoins en nourriture, surtout en production céréalière et autres, augmentent. Il faut bien que l'accompagnement du gouvernement aussi augmente chaque année. Le forum va durer 2 jours et bénéficie du soutien de la SNV, l'organisation néerlandaise de développement. Donc nous sommes là pour les accompagner, pour échanger nos expériences dans d'autres pays, aussi pour leur donner un appui technique, pour les aider à développer leur stratégie. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées dans le sens de promouvoir davantage les exploitations familiales, sur quoi repose la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Direction à présent Rabat au Maroc où Canadiens et Africains mènent le débat sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire. Les experts expliquent à quel point le changement du climat engendre des conséquences graves pour la planète. Et pour eux, il est urgent de mobiliser des moyens de résilience et d'adaptation à ce phénomène. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Moumouni Soubega. Les différentes communications de la première journée canado-maroco-africaine ont essentiellement porté sur la sécurité alimentaire et hydrique dans un contexte de changement climatique. Pour ces scientifiques, le changement climatique avance à grands pas et il faut agir vite. Il s'agit davantage de se poser la question comment on peut s'adapter, adapter nos pratiques, adapter nos dynamiques, adapter notre mode de vie, notre mode d'organisation spatiale comme société, de façon à être plus résilient. Au-delà des catastrophes naturelles, les chercheurs estiment que si rien n'est fait, le changement climatique entraînera davantage une diminution des ressources naturelles et l'insécurité alimentaire les décennies à venir dans le monde, notamment en Afrique. Nous avons là une opportunité de joindre nos forces pour traiter d'une question capitale, d'une question d'avenir et même une question de présent, à savoir les changements climatiques et la question fondamentale du développement durable. Pour atteindre le développement durable, il y a d'abord la gestion durable des ressources naturelles, il y a tout ce qui est lié au changement climatique, également l'économie verte. Nous avons d'abord les Marocains, nous avons les confrères des autres pays, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et surtout les Canadiens qui sont là avec leur expérience et chacun a pu apporter son expérience. La journée canado-maroco-africaine est une initiative de l'ICHED, l'Institut supérieur des hautes études en développement durable du Maroc. La première édition de cette journée a aussi permis à l'Institut et son partenaire l'INRS du Canada d'exposer les résultats de leurs recherches et de présenter les cadres qu'ils ont formés dans le domaine de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie. De Rabat, nous mettons le cap sur Bruxelles pour parler de la seconde et dernière étape de la campagne internationale du FESPACO. Dans la capitale belge, les organisateurs du FESPACO ont su convaincre les professionnels du cinéma africain et de sa diaspora. Ils sont attendus en février prochain à Ouagadougou pour le 50e du FESPACO. Le point de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Roger Kam et Fousseni Kindou. Cette conférence de presse internationale a été l'occasion de rassurer les partenaires traditionnels du FESPACO comme les ACP et l'Union européenne.
de la tenue effective de l'édition du cinquantenaire dans les conditions les meilleures. Dans la capitale européenne, la direction du FESPACO semble avoir eu une oreille attentive. Nos partenaires sont plus engagés auprès du FESPACO. Pour la 26e édition, pour le cinquantenaire, mais j'ai senti que ce soit du côté du groupe ACP, que ce soit du côté de l'Union européenne, un engagement pour l'avenir, pour travailler sur les défis, qui sont la question de la professionnalisation du secteur, la question de la distribution, il me semble, la question des valeurs. Parce que les cinémas d'Afrique et de sa diaspora sont des cinémas de lutte, la nécessité de préserver ces patrimoines culturels et aussi les identités africaines a été relevée. Aucune illusion à se faire, l'Afrique est au centre des intérêts aujourd'hui. La conférence a permis d'insister sur les perspectives de la biennale pour les 50 prochaines années. Aujourd'hui, les Africains payent pour consommer la culture. Aujourd'hui, les Africains payent pour consommer des contenus audiovisuels. Et les autres de par le monde ont compris cet intérêt-là sur le continent africain et ils sont en train de se préparer, ils sont en train de créer un environnement, ils sont en train de mettre des mécanismes infrastructurels en place pour vraiment conquérir le continent africain. C'est pourquoi le cinquantenaire, nous invitons à cette réflexion autour de la mémoire, mais aussi autour de la question de l'avenir. Comment nous envisageons donc les industries du cinéma, des industries qui vont s'insérer dans des dynamiques économiques locales pour donc devenir des piliers pour notre développement. Seconde et dernière étape de la campagne internationale du FESPACO, Bruxelles aura répondu aux attentes des organisateurs qui ont su convaincre les professionnels du cinéma africain et de sa diaspora de faire le déplacement de Ouagadougou en février prochain. Une joie de courte durée pour les partisans de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien restera finalement en détention. Un nouveau rebondissement qui intervient seulement 2 jours après l'annonce de son acquittement ainsi que celui de Charles Blé Goudé. Devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas, la joie des partisans de Laurent Gbagbo n'aura pas duré bien longtemps. 2 jours après l'annonce de l'acquittement retentissant de l'ancien président ivoirien, accusé de crimes contre l'humanité, un nouveau revirement est intervenu mercredi soir. Laurent Gbagbo restera finalement en détention. La CPI a suspendu sa remise en liberté ainsi que celle de son bras droit, Charles Blé Goudé, après un appel déposé par le procureur de la Cour. Cette détention devrait durer jusqu'à ce que l'appel du parquet contre la libération soit entendu. Privé de liberté depuis plus de 7 ans, Laurent Gbagbo est jugé depuis 2016 pour des crimes commis pendant la crise de 2010-2011, né de son refus de céder le pouvoir à son rival. Près de 3000 personnes avaient été tuées durant cette période de trouble. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation de 20 ans pour crimes économiques. Mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien a cependant précisé que l'ancien président était libre de revenir dans son pays s'il le souhaitait. Au Kenya, le bilan est revu à la hausse dans l'attaque qui a touché un complexe hôtelier à Nairobi. On déplore désormais 21 morts. Les assaillants au nombre de 5 ont été tués par les forces de sécurité kenyanes. Au Kenya, l'attaque terroriste d'un hôtel de luxe à Nairobi s'est terminée dans un bain de sang. 21 personnes au total ont été tuées. Mercredi matin, les derniers assaillants ont été neutralisés après 12 heures de chasse à l'homme. Le président kényan a rendu hommage aux victimes. Notre pays est en deuil ce matin. Et mon cœur, et le cœur de chaque Kényan, pleure les hommes et les femmes innocents victimes d'une violence insensée. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat secoue la capitale kenyane. Les habitants de Nairobi sont sous le choc et beaucoup sont en colère. C'est un désastre qui a affecté tout le pays. Et nous, Kenyans, nous sommes très tristes. C'est quelque chose que même les autres nations ressentent. Nous blâmons nos forces de sécurité parce que comment ces gens sont-ils entrés dans notre pays alors que nous avons tant de services de sécurité tout autour de nous?
L'attaque a été menée par 4 djihadistes somaliens du mouvement Shebab qui a revendiqué le massacre. L'un des terroristes serait mort lors d'une explosion suicide. Par chance, plusieurs centaines de personnes ont pu être évacuées lors de l'attaque, limitant le nombre de victimes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition de l'information, c'est à 22h30 dans une présentation de Draman Dadia. Merci de votre fidélité à la RTV.